Bonsoir les amis, buenos días amigos. Voilà, je suis en direct, donc le live va bientôt commencer. J'ai une minute d'avance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me voyez? Ah, je crois que ça marche pas. Ah voilà. Donc je suis en direct pour le live. Est-ce que vous me voyez? Appuyez sur j'aime pour dire que vous me voyez. Vous m'entendez bien? Voilà, petit problème technique. Apparemment, il n'y a personne qui me voit. Le bruit, ça y est. Ça. Ah, une personne. Voilà. Alors, une personne qui est en direct. Voilà. Alors, dites-moi si vous me voyez bien et est-ce que vous m'entendez? Cliquez sur j'aime pour dire que c'est bon. Concernant le live de ce soir, est-ce que vous me voyez bien? Ah, Norbert, Mira. Oui, très bien. Donc, appuyez sur j'aime et vous me dites, est-ce que vous m'entendez bien, Norbert? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez mettre vos commentaires dans les commentaires, justement, pour me dire que vous m'entendez bien.
Tout est OK. Bonsoir Philippe Guénon. Très bien. Bonsoir José, tout est OK. Très bien. Norbert, est-ce que vous m'avez, est-ce que vous me voyez? Parce que là, j'ai mis la page d'administration, expert immobilier Espagne, pour changer un petit peu. Je n'ai pas pris mon profil particulier. Voilà. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Vous me dites 5 sur 5, 5, vous m'entendez bien? 5, vous me voyez bien également. Bon, sachez que ce live sera également enregistré sur la chaîne YouTube, donc vous aurez l'occasion de le voir par la suite. Alors, nous allons voir les. Bonsoir, Mira. Bonne réception, très bien. Aussi bien visuelle que qu'auditive, non? Très bien. Bon, on va attendre 5-10 minutes. Bonsoir, oui, on vous entend très bien. Bernadette, bonsoir. Donc, on va voir les étapes clés pour acheter, les 5 étapes clés pour bien acheter en Espagne en toute sérénité. Voilà. Alors, dites-moi d'où vous me regardez en ce moment, en attendant que tout le monde vienne se rejoindre le live. Saint-Martin, très bien. Vous entendez très bien. OK. Tac, tac. Bon, c'est vrai que ce live est un samedi soir, donc je pense que ça n'arrange pas beaucoup de monde. Mais c'était le... Bonsoir Chris. Bonsoir l'ami José. Ça n'arrange pas beaucoup de monde, mais j'ai pas pu faire autrement parce que je suis très très pris en ce moment avec mes accompagnements où je fais la seconde partie avec préparation de signatures au notaire, ainsi de suite. Voilà, une vérification importante. J'ai en ce moment trois euh, trois accompagnements où je fais toutes les vérifications techniques avec mon équipe d'avocats sur place en Espagne. Voilà. Bonsoir. Ah, Sifour les plages, dans le Var, vous êtes. Bon, Chris, je sais que tu es de la Belgique. Voilà. Norbert. Voilà, Sifour les plages, dans le Var, 83. Très bien. Alors là, nous allons commencer le live, comme je vous avais dit. Les 5 étapes clés pour bien acheter en toute sérénité en Espagne. Donc, on va aborder en premier lieu, bien clarifier son projet et ses priorités. En second, comprendre le marché espagnol et ses spécificités. Ensuite, s'entourer d'une équipe fiable et indépendante. Ensuite, la quatrième point, vérifier la situation légale et urbanistique du bien. Et on va finir, on va continuer par gérer sereinement l'offre, les arras et l'achat jusqu'à la remise des clés. Donc un bon programme. Bonsoir Brigitte. Bon, d'abord, je vous remercie à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live du 29 novembre 2025. Voilà. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir l'ensemble, disons, de ce programme, de ce live où on va finir l'automne. Un programme entièrement dédié à vous aider à préparer votre projet immobilier en Espagne pour 2026 dans les meilleures conditions possibles. Bonsoir Sam. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un rêve, une envie profonde, celle de vivre en Espagne, d'y investir, d'y préparer
votre retraite, ou tout simplement d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Pas beaucoup de son, pourtant, le son, il est quand même, je suis à fond au niveau du, ah, je sais pourquoi, je sais. Excusez-moi, merci Chris. Voilà, voilà, là, tu vas bien m'entendre, là. Voilà, j'avais oublié de mettre le, un problème technique, et moi, c'est deux choses. Alors, aujourd'hui, nous allons poser les bases essentielles pour que votre projet se déroule avec clarté, avec confiance et surtout en toute sérénité. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Voilà, c'est souvent ce que Chris, tu annonces souvent dans les posts, vous êtes au bon groupe. Voilà, de rien, top maintenant. Voilà. Alors nous allons explorer ensemble les cinq étapes clés pour bien démarrer votre achat immobilier en Espagne. Les 5 piliers que j'utilise personnellement pour accompagner mes clients et sécuriser chaque étape de leur parcours. L'objectif de ce live, il est très simple. Vous donner une vision claire, vous éviter les pièges et vous permettre de construire un projet solide, réaliste et parfaitement aligné avec votre projet de vie. Installez-vous confortablement, prenez un petit carnet si vous le souhaitez et on commence tout de suite avec la première étape. Voilà, je prends un petit verre d'eau, regardez, ça permet d'être opérationnel. Donc, les 5 étapes pour acheter, les 5 étapes clés pour acheter tout à fait le meilleur groupe. Merci. Clarifier son projet et ses priorités. Comprendre le marché espagnol, ses spécificités. Troisièmement, s'entourer d'une équipe fiable et indépendante. Quatrièmement, vérifier la situation légale et urbanistique du bien. Et cinquièmement, gérer sereinement l'offre. Quand on va faire l'offre, c'est l'offre paga signal, les arras et l'achat jusqu'à la remise des clés. Et on va voir en détail tous ces points-là. Donc vous êtes bien assis, voilà. Bon, on est que 4, mais bon, ce live sera enregistré sur la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, j'ai reçu des messages en disant que c'était pas une bonne journée pour eux, quoi, une bonne soirée, donc ils préféraient en semaine. Donc premièrement, on va clarifier le projet et les priorités. Très important ça. Avant toute recherche. Bonsoir Nathalie. Avant toute recherche, il est essentiel de définir précisément les points importants à aborder. L'importance de définir où, comment et pourquoi on veut acheter en Espagne. Il y aura des notions de budget réel, vos capacités financières, les frais et la marge de sécurité. Les différences, il faut faire attention à les différences entre l'envie et le besoin. Alors tout ceci, je vous l'expliquerai sur un petit guide que j'ai conçu. Il suffira simplement de mettre sous le post votre nom, prénom et adresse mail et je vous l'enverrai. L'impact du style de vie. Est-ce que vous désirez une zone calme? Est-ce que vous désirez un site où il y a des familles, des expatriés, le climat, les services médicaux, voilà, et importance de la projection dans 3 ans. Comment vous imaginez-vous votre quotidien dans 3 ans? Très important, c'est une vision à moyen terme. Alors, quand on parle de budget réel, c'est l'épargne que vous avez, la capacité future, plus une marge de sécurité, à prévoir aussi pour tous les frais annexes. Le style de vie souhaité, est-ce que vous préférez la mer, la ville, la campagne, région plus calme, un peu plus festive, vers l'intérieur des terres, ou carrément le bord de mer? Le type de bien, bien sûr, appartement, maison, fincas, neuve ou ancien. Est-ce que vous voulez de la construction neuve ou carrément de la revente? Alors, la revente, j'appelle moi là, c'est l'ancien. Finca, j'ai vu Sandra
ça passe à Anita qui a mis un petit message concernant, est-ce que vous connaissez les différences entre casa, maison, villa, chalet? Un chalet, c'est également une maison en Espagne, au même titre qu'une finca. Une finca, la différence, euh, à la différence que qu'une finca, c'est une maison mais construite sur un terrain agricole. N'hésitez pas, oui, Saint-Martin, pourquoi 3 ans? Parce que c'est une. Est-ce que bon, vous pouvez dire à 3 ans, je me vois encore dans cette maison que je vais acheter ou l'appartement, ou alors c'est plutôt un pied-à-terre, un premier pied-à-terre et ensuite je prendrai une résidence principale plus importante par la suite. Donc c'est une vision à 3 ans. C'est pour ça que c'est une vision à moyen terme. Je parle. Très important, la clarté de son projet et ses priorités. C'est différent si vous achetez pour un investissement ou pour pour vous-même, c'est-à-dire vous allez habiter. Donc, il faudra chercher les priorités seront complètement différentes. Avec les services médicaux, il faut que la station soit vivante en hiver, et ainsi de suite. Voilà, sans une vision claire, vous risquez de vous perdre dans un marché très hétérogène. Cette étape vous permettra de rester aligné avec votre vraie vie et vos vrais besoins. Sans vision claire, on navigue au hasard. Avec une vision claire, on avance avec assurance. Donc déjà, ça va vous cadrer un petit peu votre projet. Est-ce que ça vous va pour cette première étape? Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vous pouvez les poster, je répondrai minutieusement une à une. Ensuite, comprendre le marché espagnol et ses spécificités. Là, on attaque le deuxième, le deuxième chapitre. Le marché espagnol n'a rien à voir avec celui de la France. Les points clés, les fortes différences régionales. Vous savez qu'il y a 17 communautés autonomes, dont on pourrait parler de 17 petites Espagnes. Les écarts de qualité entre construction, très différents selon les régions et les années de construction des biens. Les années 70, les années 80, 90, où il y avait très très peu d'isolation, plus on se rapproche des standards actuels, plus l'isolation elle sera meilleure et les matériaux seront de qualité. Voilà. Les prix varient énormément d'une zone à l'autre. L'importance de bien connaître les prix réels et non ceux des annonces. Il faut savoir que vous avez le prix qui est publié par. C'est ce qui fait peur, oui. C'est pour ça qu'il faut être, je pense, être bien accompagné ou savoir bien vous entourer, essentiellement. On en parlera après dans le troisième chapitre. L'importance de connaître les prix réels et non ceux des annonces. J'ai la possibilité maintenant, depuis peu, on a la possibilité de voir, en suivant les zones, avec la Chambre des notaires, les dernières transactions qui ont eu lieu, dont là, quelque part, on a un prix quand même assez réel par rapport au marché. Voilà. Et non pas approximatif. Alors, les annonces ne reflètent pas toujours les réalités du marché, dites-vous le ça. Vous avez beaucoup d'agences qui laissent des annonces mourir un petit peu parce qu'elles ont des forfaits concernant leur publicité. Donc, et c'est souvent des annonces pièges pour vous solliciter un email et un appel à l'action. Et ensuite, vous avez des réglementations locales qui changent suivant les régions et suivant les mairies, les municipalités. Voilà, chaque zone, un concept essentiel à bien connaître en Espagne, c'est que chaque zone a son propre marché. Donc le marché, par exemple, de la Costa Blanca est complètement différent. Même sur la Costa Blanca, vous avez par exemple la Costa Blanca Nord et la Costa Blanca Sud, c'est deux choses différentes. Hein. Et même dans la Costa Blanca Sud, il faut faire attention, par exemple, du côté de Torrevieja, du côté de Orihuela, Santa Pola, Guardamar,
vous pouvez avoir des différences de tarifs assez importantes d'une station à l'autre. Alors le marché espagnol est multiple. Il faut apprendre à lire ces codes pour ne pas se tromper. Cette étape permet de se protéger, d'éviter les pièges et d'identifier les zones qui correspondent réellement à votre projet et à votre budget et à votre rythme de vie. Bon, moi, ça fait déjà quelques années que je maîtrise assez bien le marché, je dirais les marchés, depuis la Costa Brava jusqu'à la Costa de la Luz. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une des plus grandes agences immobilières concernant le locatif. On faisait beaucoup de locatifs sur toutes les régions d'Espagne. Donc, je maîtrise le sujet et j'ai un réseau d'agences avec qui je travaille depuis de longue date, depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, ce qui fait un peu ma force par rapport à tous les autres réseaux qui sont sur place en ce moment en Espagne. La particularité de mon action, c'est que je travaille pour vous et non pas pour les agences immobilières. Je vous représente vous en tant qu'acheteur. Je ne suis pas une agence immobilière. Je le répète souvent. Souvent, on me dit, mais est-ce que vous travaillez dans cette région? Oui, j'ai accès à tous les produits de toutes les régions d'Espagne. Depuis la Costa Brava, la Costa Dorada, la Costa del Maresme, Costa de la Sahara, Costa de Valencia, Costa Tropical, Costa del Sol, Costa de la Luz. J'ai accès à tous ces produits-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous le post. Hein. Alors, en troisième étape, très important, s'entourer d'une équipe fiable et indépendante. Pourquoi ne jamais acheter seul dans un pays que l'on ne maîtrise pas, dont le rôle de l'expert immobilier indépendant, il faut qu'il soit complètement indépendant de la structure que vous allez acheter, c'est-à-dire que il ne faut pas que ce soit jugé parti. C'est pour ça que souvent les agences locales vous disent allez voir mon avocat avec qui nous travaillons. Donc, mauvais conseil, toujours prendre un prestataire extérieur à l'agence. Alors, différence entre accompagnement d'agence et accompagnement indépendant. Donc, moi, je suis euh, votre accompagnement indépendant. Je vous représente vous et rien que vous vis-à-vis de l'agence. Donc, dans ce cas-là, on arrive à avoir des services de sécurité, gain de temps, vérification et négociation. Voilà, une bonne équipe, c'est 80% de sérénité, c'est 80% de sérénité en plus. Donc voilà, il faut savoir aussi que moi-même, je travaille en équipe avec des cabinets d'avocats sur place. Je prends les meilleurs avocats au niveau de chaque région d'Espagne. Le meilleur de la Costa Brava, le meilleur de la Catalogne, notamment sur Barcelone, et j'en ai plusieurs dans différentes villes d'Espagne. Sur Alicante, c'est simple, j'ai 6 avocats, dont 2 qui sont excellents. Voilà. Sur l'Andalousie, la même chose aussi. Province d'Almeria, province de Malaga, province de Séville, province de Cádiz, province de Huelva. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent vraiment les sujets propres aux spécificités locales de la région. Voilà, pour un achat sécurisé, il est indispensable d'être accompagné. Donc c'est pour ça que quand je vois qu'il y a des personnes qui s'y rendent seules, sans accompagnement et autres, mais elles vont droit au casse-pipe. Sachez que ce n'est pas votre pays. Il faut connaître tous les tenants et les aboutissants. Le prix, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. C'est pas le plus important. Oui, oui, pour le budget, c'est en quelque sorte, oui, c'est exact. Mais c'est la sécurité avant tout. Un expert indépendant comme moi, par exemple, pour filtrer, je suis là pour filtrer, analyser, vérifier et défendre vos intérêts. Vous pouvez faire appel aussi à un avocat en droit immobilier pour les contrôles juridiques. Voilà. Par contre, un avocat ne se déplacera pas pour visiter le bien. Sachez-le. Moi, je le fais. Voilà. C'est un peu ma spécialité, ma force par rapport à un avocat. Voilà. Dans la Formule 1, je me rapproche. J'ai la même, j'ai les mêmes honoraires qu'un avocat et en plus j'apporte mon expertise technique
et urbanistique, chose qu'un avocat ne vous apportera pas. Il se déplacera pas pour voir le logement s'il est correct, si s'il n'y a pas de vice de forme dans la maison, au niveau de la structure, au niveau des étanchéités extérieures, des menuiseries, voilà. Donc son rôle, l'avocat regardera essentiellement les papiers, les contrôles juridiques, s'il y a des dettes, et ainsi de suite. Alors ensuite, surtout pas de gestor. Gestor, il n'a pas la compétence pour vérifier le processus d'achat immobilier. Un gestor est simplement un agent administratif. Il se contentera de de vous ouvrir l'empadronamiento une fois que vous serez résident sur place. Il vous fera les plaques de voiture. Il s'occupera de vos assurances, et ainsi de suite. Mais surtout, pourquoi? Parce que ça demande une expertise avec plusieurs années d'expérience. Voilà. Ensuite, j'ai également un réseau pour la signature finale du choix de notaire pour la signature finale. Là, c'est toujours à l'acheteur à choisir son notaire. Voilà. Vous n'avez pas à prendre le notaire du vendeur. C'est toujours le choix incombe à l'acheteur. Voilà, vous vérifiez. Bon, c'est souvent le notaire il est là pour la signature finale, mais souvent on a affaire avec l'official. L'official, c'est l'équivalent en France ou en Belgique du clerc de notaire. C'est lui qui fait le brouillon. En Espagne, il appelle ça le borrador. Voilà. Acheter seul en Espagne, c'est possible, mais très risqué. Voilà. Là, on ne parle pas d'un kilo d'orange. Là, vous achetez un appartement avec plusieurs milliers d'euros ainsi qu'une maison. Oui, je vais vous parler ensuite des différents contrats contenus tarifs vers la fin. Donc, continuez à regarder le mail, vous aurez tout ça. Être accompagné, c'est simplement éviter les erreurs coûteuses, gagner du temps et acheter avec le sourire. Voilà. En quatrième position, quatrième étape, bien importante, bon là j'ai quand même fait un petit résumé de chaque étape, sachant que chaque étape demande quand même beaucoup d'expertise et un effort de travail énorme. Vérifiez, bon, la situation légale et urbanistique du bien. Beaucoup de personnes négligent cette étape-là. C'est l'étape la plus cruciale pour moi. Et celle souvent négligée par les acheteurs étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ça marche comme la France, comme la Belgique, comme la Suisse. Rien à voir. Chaque bien est différent, chaque cas est un cas particulier. Ce qui est bien pour l'un ne l'est pas bien pour l'autre, et ainsi de suite. Et ça change suivant chaque communauté autonome espagnole, sachant qu'il y en a 17, donc il y a 17 directives différentes qui s'y appliquent. Alors, les points clés, bon, je vais vous résumer rapidement. Il faut vérifier la propriété réelle. Est-ce que par rapport au réel, quand vous visitez le bien, est-ce que ça correspond à la documentation? Alors, en documentation simple, les gens demandent la nota simple. La nota simple, c'est l'équivalent, c'est un peu la carte grise de la maison. Vous aurez le nom du propriétaire, ça vous permet de savoir si c'est un propriétaire français, si c'est un propriétaire étranger, si c'est étranger, il y a des retenues à prendre en compte, il faut faire attention. Si c'est une société, pareil, il faut regarder la solvabilité de la société. Le cadastre, si le bien est enregistré au cadastre, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le cadastre et le registre? Et le registre, il y a le cadastre. Voilà, ce sont deux choses différentes, deux choses différentes. L'état des lieux administratifs, voilà. Conformité urbanistique du bien. S'il y a eu des extensions, s'il y a eu des piscines, s'il y a eu des fermetures de loggia, s'il y a eu des surfaces annexes qui n'ont pas été déclarées. Croyez-moi, ça arrive beaucoup dans les fincas. C'est simple, toutes les fincas rustica, 90% ont des problèmes. Je dis pas des gros problèmes, mais il y a souvent des problèmes qu'il faut rattraper et qui peuvent se résoudre. Oui, Chris, les différentes formules, toujours à la fin. Voilà. Ensuite, il faut analyser les charges urbanistiques éventuelles. Oui, c'est souvent le cas, justement, là, en ce moment, j'ai un client
qui achetait Almeria, ça a permis d'avoir une économie, de pouvoir négocier euh, son prix à la baisse. Pourquoi? Parce que alors que cette charge-là n'était même pas mentionnée sur la nota simple. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. La nota simple est une chose, mais il n'y a pas que ça. Faut, faut, faut très très bien vérifier. Quand c'est une communauté, quand ce sont des résidences, vérifiez la situation de la copropriété, notamment quand c'est des appartements, voire même quand c'est des maisons, il peut y avoir des piscines communes, dont là c'est un syndic, voir si le logement en question est-ce que est à jour avec le syndic, dont il suffit simplement de faire un courrier euh, avec accusé de réception justement, et le syndic vous dira si c'est nickel, s'il y a pas de charge. Pourquoi? Parce que ça ne laissera pas. Vous pouvez avoir une dette au niveau du syndic qui n'a pas été répertoriée sur la nota simple. Donc, ça peut être une surprise. Attention à ça. Et ensuite, les derramas, c'est-à-dire qu'il y a eu des, euh, des réunions de copropriétaires. Les derramas, ce sont les travaux à prévoir. Par exemple, rafraîchissement d'une grande façade, rénovation de l'ascenseur, de la cage de l'ascenseur, cage d'escalier, où ça peut atteindre des sommes très 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 fortes. Et là vous serez tenu de payer une quote-part de ces charges-là. Donc tout ceci, il faut le savoir quand vous achetez un appartement. Également, quand c'est une résidence ou c'est un appartement, quand c'est une résidence, faire le contrôle de l'ITE. L'ITE, c'est pour toutes les résidences de plus de 50 ans. Obligatoire. J'ai eu le cas à Barcelone. Une personne, l'agence voulait acheter un appartement, l'appartement était nickel, mais l'ITE n'avait pas été fait. Résultat des courses, et il devait avoir entre 8 000 à 9 000 euros de frais supplémentaires. Ça nous a permis de pouvoir négocier le prix à la baisse. Voilà. C'est pris en charge par l'ancien vendeur. Il faut étudier bien sûr les taxes, les charges, les dettes. Si c'est une maison, bien regarder les urbanisations, si elles sont finies, il y a une classification urbanistique à connaître, si c'est consolidé, si c'est pas consolidé, si c'est des terrains urbains, terreno urbano, terreno rustico, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des surprises avec des charges importantes, éventuelles. Imaginons que vous avez des fincas, des lotissements qui ont été faits. J'ai eu le cas à Séville, une cliente qui était à deux doigts d'acheter, elle avait flashé sur une maison, et il y a eu une compensation une association des propriétaires qui se sont réunis dont il fallait rendre conforme l'urbanisation. Euh, C'était des sommes importantes. Euh, cette somme-là n'était pas inscrite au niveau de la nota simple. Il y avait en cours un projet d'urbanisation pour la finition de cette urbanisation qui était à la base en finca rurales. Il y avait l'équivalent de 35 à 40 000 euros de charges supplémentaires à payer par les futurs propriétaires. Et c'est pour ça que les anciens propriétaires faisaient tout pour vendre rapidement cette maison. Il y avait des charges urbanistiques énormes à prévoir. Donc, faut en tenir compte. Donc, ce sont des points clés très importants et c'est une étape à ne pas manquer. Le piège le plus courant n'est pas le prix, c'est la légalité du bien. Là, j'ai également fait un article aussi, on a fait des posts sur les maisons illégales. Dans la dernière formation que j'ai faite, ça concernait sur le, le marché immobilier espagnol, notamment au niveau des maisons illégales. Il s'avère qu'il y a 6 millions de maisons illégales, de construction illégale en Espagne. Et toutes réparties sur tout le territoire espagnol avec une prédominance en Andalousie, prédominance à Murcia, prédominance à Almeria, prédominance Alicante Sud, du côté d'Elche, autour, Calatrava, Catral, du côté de Valencia, du côté de Castellón,
du côté de la Costa Brava Sud. Voilà, Costa Brava et Costa Dorada Sud, du côté de Tortosa, Ampolla, Amposta. Voilà. Donc c'est simple, il y avait des experts de chaque province qui étaient, nous étions réunis, il y avait à peu près 80 personnes. Et croyez-moi, certains sont restés stupéfiés du nombre de maisons illégales qu'on rencontre sur le territoire espagnol. Bon, le gouvernement espagnol a mis des conditions intéressantes aussi, possibilité de les rendre viables, ce qu'on appelle légalisables, mais dans ce cas-là, il faut faire des travaux et toutes ne sont pas légalisables. Donc, tout est question de l'ancienneté, tout est question du type de bien. Il faut faire un audit technique avec un architecte qui se déplace un architecte qui se déplace sur ces fameuses maisons et qui fait le point, qui fait un diagnostic en, 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 en parallèle avec l'architecte de la mairie. Voilà. Donc c'est quand même, c'est du sérieux. C'est c'est là où justement c'est là où on trouve de belles opportunités, mais là il y a ce piège qui vous attend où il faut faire très attention. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un article, je vais suite à cette grande formation que j'ai pu faire, je vais faire un guide spécial pour ces maisons illégales à un tarif promo parce que là je veux pas que les gens se fassent avoir. Voilà, c'est un chapitre supplémentaire que je mettrai à jour dans le coffret Sérénité aussi, qui partira pour le mois de janvier. Voilà. Alors, on arrive à la cinquième étape. Gérer sereinement l'offre, les arras et l'achat jusqu'à la remise des clés, une fois que vous avez trouvé le bien. Voilà. Donc, dès que on fait, vous avez flashé sur un bien, on fait l'étape de vérification concernant ce bien. Est-ce qu'il correspond à vos critères? C'est certes, vous avez le coup de cœur et c'est là que toutes les étapes de vérification s'imposent. Pourquoi? En fonction des vérifications et des solutions qu'on peut apporter, on peut se servir de défauts pour faire une offre à la baisse au niveau du propriétaire. Voilà, il y a une astuce à trouver ici aussi. Donc, et l'offre, c'est ce qu'on appelle la pagaie signal. La pagaie signal pour bloquer le bien, pour pas que quelqu'un d'autre puisse le réserver. Et l'offre est généralement sur la base de 1%. Voilà. Et ensuite, on parle de arras. Arras. Alors, vous avez deux types d'arras. Arras confirmatoria et arras penitenciales. Moi, je pars sur la base des arras penitenciales. C'est l'idéal. Et c'est celle qui verrouille bien le vendeur vis-à-vis de la transaction. En deux mots, si le vendeur se retire, il doit vous payer le double du montant que vous avez versé. Si c'est vous qui vous retirez au niveau du Haras, là vous perdez les 10%. Voilà. Attention, quand vous achetez un bien en Espagne, soyez conscient de votre capacité de financement. N'attendez pas de réserver et d'attendre les réponses de la banque pour pas vous faire avoir. Pourquoi? J'ai eu le cas de plusieurs clients, se sont peut-être trop emballés de suite. Il faut d'abord faire la capacité de financement avant de trouver le bien, ou alors être sûr de son plan de financement. Voilà, plan de financement bancaire, soit en France, ou si vous avez un bon contexte financier avec votre banquier. Par contre, très peu de banques financent les biens sur le territoire espagnol. Ou alors faire appel à une banque espagnole, et là, dans ce cas-là, les banques espagnoles vous demanderont 30% minimum d'apport plus les frais annexes. Donc, comptez sur la base de 40% de la valeur de taxation que la banque va envoyer. C'est-à-dire, ils envoient un expert, ce qu'on appelle un tasador, qui va vous dire exactement, par exemple, la maison, elle est à la vente à 200 000, mais eux, ils l'expertisent, le tasador l'expertise à 150 000. Donc, ils vont vous
faire un prêt de 70% sur 150 000 et non pas 200 000. Tenez-en compte. Beaucoup de gens passent à travers les mailles et risquent de se faire avoir. Bon, concernant l'offre, donc comme je dis, comme vous avez un bien, vous avez flashé, donc il faut savoir faire une offre réaliste et stratégique. On fait l'offre dans un contrat, ce qu'on appelle un contrato de reserva, un contrato de paga señal, où là, on détaille déjà quand on sait que vous allez faire la deuxième partie des 10% pour monter votre intérêt, quand on sait que vous allez financer le reste, quand c'est que vous avez signé la dernière partie pour le solde final, très important aussi, voilà, au niveau du notaire, et connaître un petit peu les dates réalistes pour la signature au long terme. Donc, pour la stratégie de négociation, bien sûr, on tient compte de tous les points qu'on a vus auparavant, c'est-à-dire au niveau de la conformité, au niveau des vérifications. On négocie pas pour négocier. Pourquoi non, il faut négocier sur des bases concrètes. Par exemple, le bien, il y a des charges urbanistiques énormes. Donc là, il faut négocier très fort, de moins de 30 000, 40, 50 000. Sachez-le. Il y a, ça peut être positif pour certains types d'opérations. Quand vous négociez sur où le prix du bien est déjà moins cher que le prix du marché local, croyez-moi, ça va vite partir. Les notaires ne sont pas obligés de regarder si la maison est illégale ou autre. Ce n'est pas leur problème. Eux, simplement, le notaire regarde la solvabilité, c'est-à-dire vos identifiants, votre identité, le contrôle d'échange, l'origine des fonds. Voilà, ils sont soumis à ces deux contraintes. Tout le reste, ça reste de votre responsabilité. Voilà, combien de temps entre la réservation et la remise des clés? C'est très variable. Si toutes les vérifications sont faites et tout, ça peut se faire en 2 semaines, 3 semaines. Moi, je mets toujours 4 semaines en tenant compte des vacances des jours fériés en Espagne. Attention, dia festivo, par exemple, entre Noël et jour de l'an, là, ça va être férié jusqu'au du 19, par exemple, du 19 décembre jusqu'au 10 janvier à peu près, l'Espagne s'arrête de travailler. La même chose à Pâques, Semana Santa, et ainsi de suite. Donc, tenez compte de ces dates-là. Et tenez compte aussi de vos arrivées si vous avez entre-temps une maison à vendre en France, où les délais sont très longs. Pourquoi? Parce que le notaire demande à faire les vérifications. La différence en France, c'est que les notaires demandent 2, 3 mois et vous aurez les fonds au moment de la signature. C'est-à-dire, parfois ils jouent même avec votre argent entre 1 semaine à 10 jours. Vous voyez. Donc il faut aussi maîtriser les subtilités des contrats de réservation, contrats des arras, contrats des arras en différentes langues. À savoir que, comme c'est l'Espagne, un pays touristique, vous trouverez souvent des vendeurs étrangers, soit anglais, soit allemand, soit danois, ça peut être aussi néerlandais. Donc il y aura toujours 2 langues, sachant que la langue principale, la langue officielle, c'est quand même l'espagnol. Moi, j'ai la chance de parler les 3 langues, dont le contrat dernièrement pour la dame, pour la famille qui a acheté Almeria, j'ai traduit en 3 langues, français, anglais et non, anglais, espagnol, castellano et anglais pour le vendeur étaient des Britanniques mais résidant en Espagne. Parce que vous avez aussi des Britanniques résidant à l'étranger. Là, c'est autre chose aussi, avec des particularités à mettre aussi au niveau du contrat. Il y a de retención a cuenta para extranjeros no residentes. Vous avez l'équivalent il y a une réserve fiscale à faire. Vous payez pour le compte d'un propriétaire étranger et vous devez retenir cette somme-là pour pas que ce soit le vendeur qui paye et ça vous incombera à vous, acheteurs. Donc, il faut vous déduire cette somme-là. Très important, beaucoup de personnes, d'acheteurs et certaines agences ne vous le diront pas. Euh, pour je parlais de la famille que j'accompagne en ce moment. En ce moment, j'ai 2 familles. Une sur Almeria
et une autre sur la Costa Brava aussi, du côté de Lloret, qui achètent une grande villa aussi. Ce sont des Français. Là, c'est pareil aussi. Ce sont des Français qui habitent 4 à 5 mois en France, mais ils sont résidents français. Donc, on a retiré les 3% aussi. Là, c'est pas un problème. On a fait un contrat français-espagnol pour le client français. Et les acheteurs et le vendeur, ce sont des Français. Sur Almeria, le vendeur est un couple britannique et les acheteurs, ce sont des Suisses. Donc lui, il est espagnol et elle est d'origine suisse. Bonsoir Linda. Très bien. Belgique. Voilà. Donc c'est quand même des cas très très particuliers. Il faut faire attention à toutes ces nuances. Euh, Par exemple, pour la transaction du contrat d'Almeria, c'est simple, on arrive à 7-8 pages, rien que le contrat de réservation. Moi, j'ai vu des contrats de réservation avec 2 pages. Avec ma méthode, je détaille vraiment tout. Tout est signalé au peigne fin. Euh, c'est simple, je suis méticuleux, je révise, je contrôle tout. Voilà. C'est simple. En Espagne, on me surnomme l'oveja negra de las agencias. Je suis la brebis noire des agences immobilières. Je ne crois aucune agence sur place en Espagne. Pourquoi? Parce que je travaille pour vous. Donc, je n'ai pas droit à l'erreur. Voilà. Donc, différentes formes, comme je disais tout à l'heure, faire très attention aux différentes formes de contrats, des arras. Moi, je vous conseille les pénitentiales et vous avez aussi les confirmatoria. Gérer méticuleusement les dates et les délais. Vous avez plein de personnes qui se font avoir, risque de perdre les 10% parce que il y a des agences vicieuses qui vous incitent à réserver avec contrat de réservat et qui passent aussi en contrat d'arras. Donc tout ce que vous réservez en contrat de réserve, si ça vient là, ça prend la domination de contrat d'arras, vous perdrez vous perdrez votre versement. Alors que le vendeur vous devra le double. Voilà. Gérer les dates, les délais, les documents, voilà, et les virements que vous allez faire en prévision pour l'éventuel acheteur. Non, les virements que vous allez faire pour le vendeur, propriétaire vendeur. Voilà. Toujours avoir un compte. On a eu cas en France du côté de Yoredema, la personne voulait faire toutes ses transactions avec un compte français. Pourquoi? Parce qu'il disait c'est plus simple, je peux payer le propriétaire qui est français aussi. J'ai dit oui, mais non à la fois. Pourquoi? Règle de territorialité. Le bien il est sur territoire espagnol, donc faut que tous les fonds passent par le pays Espagne. Donc, quitte ensuite à annuler le compte bancaire une fois qu'il sera installé, mais chose que je déconseille, tout ça pour faire des économies de bouche bouchon il suffit de bien négocier avec les banques. Euh, voilà, très 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 important. Donc ensuite, il faut préparer la signature finale chez le notaire, au choix de l'acheteur. Ça incombe toujours à l'acheteur de choisir le notaire. Et on prépare la minute, c'est-à-dire la minute c'est un document qui s'appelle le borrador, le brouillon, avec l'official. L'official, le notaire, vous le verrez que simplement le jour de la signature finale. Il prendra connaissance de la transaction une fois qu'on vous serez dans son bureau, pas avant. Tout le travail doit se faire avec l'official, l'official des notariats. Voilà. Vous avez des gars qui sont superbes, vous avez vraiment des professionnels qui maîtrisent vraiment le juridique. Et là, je fais toujours le contrat. Il prend quelque part, il s'imbibe de mon contrat de Arras pour faire 5 minutes. Voilà. Ensuite, il faut faire attention aussi parce que quand il y a un prêt hypothécaire qui a été fait, il faudra clôturer le prêt hypothécaire par la banque. Il faudra qu'il y ait une condition de charge zéro du solde bancaire de la banque concernant le prêt qu'a pris l'ancien euh, l'ancien vendeur. Voilà, qui va
le vendeur qui était acheteur à l'époque, qui a pris un prêt bancaire. Donc, il faut le clôturer comptablement, mais il faut le clôturer registrablement, al registro. Donc, il y a une double vérification à faire. Si vous ne faites pas, et ça, au niveau de la note simple, beaucoup de gens se font avoir. Il y a toujours entre 1000 et 1500 euros de frais supplémentaires que l'acheteur prend en charge. Pourquoi? Parce que cette partie-là n'a pas été prise. Voilà. Important aussi, el gestor, qui est sur place. Alors, gestoria, c'est-à-dire toutes les démarches. Vous avez dans les bureaux notariés aussi, dans les bureaux de notaire, il faut savoir que eux font payer la minute. Il faut compter entre 1 à 1,5% du prix du bien pour faire tous les papiers. C'est réglementé par l'administration espagnole. Par contre, à l'intérieur de leur bouffette et de leur cabinet de notaire, vous avez souvent un cabinet comptable extérieur, mais qui travaille à l'intérieur et qui facture également ces papiers. C'est ce qu'on appelle des gestorías, c'est la gestion. C'est-à-dire une fois que l'acte est fait, il doit prendre cet acte-là, l'amener au registre de la propriété, ainsi de suite. Faire toujours des devis, parce que parfois ça part du simple au triple. Faites attention, beaucoup de gens se font avoir aussi là. Rien qu'à ce niveau-là, mes honoraires sont largement remboursés. Moi, j'ai vu des cas où des gens voulaient facturer au propriétaire entre 3000 à 5000 euros. Alors que ça revient entre 400 à 500 euros, pas plus. Voilà. Cuidado. Hay que tener las orejas abiertas. Faut avoir, je dis, les oreilles ouvertes et écouter un peu tout ce qui se passe dans le bureau du notaire. Enfin, c'est beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de travail et de conscience professionnelle. Voilà. Ensuite, il faut préparer, après l'après-vente, il y a les abonnements classiques, électricité, téléphone, eau, alarme, les assurances. Alors là, pour tous les abonnements, justement, le but c'est d'avoir le compte bancaire espagnol et de faire un changement de nom. Ne pas clôturer les comptes, sinon pour les rouvrir, vous allez avoir encore des frais. Donc il y a une astuce à connaître là. Il faut faire ce qu'on appelle un cambio de nombre, con el mismo contrato. Voilà, le contrato, il va simplement changer de nom. Voilà. Donc vous voyez, l'achat ne se termine pas à la signature, il se termine quand vous entrez chez vous avec le sourire et que tout soit fait. Et enfin, recevoir vos clés en toute confiance. Voilà, bon là j'ai un peu, je vous ai un peu pris étape par étape, mais après tout ça c'est détaillé. En résumé, pour reprendre ces 5 étapes, ben vous les aurez toutes bien détaillées, vous pourrez les voir. Vous pouvez faire appel à mes services d'accompagnement en commençant déjà par le simple coffret sérénité. Voilà, où là je fais tout mon processus d'accompagnement, vous l'avez point par point sur le coffret sérénité que j'améliore trimestre en trimestre. Il y a une mise à jour constante. Voilà. Beaucoup de familles l'ont déjà adopté, voire même certains. Ensuite, quand ils se rendent compte de l'ampleur des procédures, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais non, je pourrais pas faire tout ça, donc je préfère prendre un accompagnement ferme. Soit il bascule sur un accompagnement en Formule 1, soit en Formule 2, soit en Formule 3. Alors le coffret sérénité, il est déductible pour la Formule 2 et la Formule 3. Voilà, pas le 1, pourquoi? Parce que c'est la vérification classique. Donc c'est un peu ce que moi je vous envoie avec tous les papiers de vérification concernant l'urbanisme, concernant le cadastre, concernant le registre, la notation, etc. Bon. Et il est en promotion en ce moment, vous pouvez en bénéficier à 397 euros. Voilà. J'ai pas reçu votre dernière mise à jour. Ben, envoyez-moi votre email. La dernière mise à jour, c'était au mois d'octobre qu'on a fait. Hein. On a fait chaque trimestre. Là, la dernière, il va y avoir une future mise à jour très complète avec, on va ajouter d'autres, ben, je vais ajouter
les maisons illégales en mois de janvier, les zones à risque, les zones inondables, les zones choses que ne vous diront pas les agences et ni les notaires sur place. Bon, alors est-ce que ça vous convient tout ce que je viens de vous dire là? Bon, là, nous sommes pas nombreux, 8. Ni, ah oui, c'est vrai que dans tout, ces- dans tout ce processus, faut pas oublier la phase initiale. Il faut demander le NI, Número de Identificación de Extranjero. Et ça, vous le demandez au consulat d'Espagne propre à votre pays. Ah, j'ai quand même un petit problème au niveau de l'œil. Donc, ceux qui désireront recevoir le guide, tout ce que je viens de vous dire, mais d'une manière un peu plus détaillée, vous n'hésitez pas à mettre votre nom, prénom et votre adresse mail et je vous l'envoie dès ce week-end. Comme un livre, oui, Chris. Bon, si vous désirez, on se prend une demi-heure pour questions-réponses. Allez-y. La formule 2, oui. La formule 2. Alors, oui, si vous voulez, je vais vous raconter un petit peu la formule 2. La formule 2, c'est une formule qui était intéressante. Pourquoi? Parce que c'est vous qui visitez les biens, le bien ou les biens, vous en visitez plusieurs, et ensuite, dès que vous avez flashé sur un bien, je prends le relais et c'est moi qui fais les vérifications à distance concernant, je me mets en contact avec l'agence ou le particulier et je demande toute une série de documents pour faire les vérifications juridiques, urbanistiques, légales, fiscales, et ainsi de suite. Après, je vous donne mon point de vue pour vous dire si c'est bien ou pas bien, avec un petit rapport et toutes les pièces qui ont été contrôlées. Et j'envoie également avec l'agence sur place où ils prennent le relais pour les différentes pièces que je demande au niveau du cadastre et au niveau de la mairie et au niveau du registre. Voilà, je me contente pas des accords verbaux par téléphone et je les appelle certes, et moi tout se fait par écrit, par mail et courrier certifié, avec ce qu'on appelle expediente. Voilà. Dans la formule 2, et ensuite euh, je m'occupe également de la formule 2 de faire les contrats pour l'offre d'achat, contrato de reserva, le contrat d'arras et le brouillon de l'acte notarié. Voilà. Et bien sûr, je vous accompagne au notaire pour la signature finale. La formule 3, c'est la même chose, mais plus complète, c'est-à-dire que je m'occupe de chercher le bien, je joue un peu le rôle de chasseur immobilier. Voilà. Où je visite plusieurs biens, je les sélectionne et après, on prend rendez-vous, vous venez me rendre visite euh, et, on, et on va les visiter ensemble. Voilà. Oui, je vous enverrai les formules 1, 2, 3, me tant que le continue. Vous aurez tout détaillé. Sam, très bien. Voilà l'adresse. Bon, si vous me mettez l'adresse email, je vous envoie la copie du guide, enfin, de ce live, comme ça vous aurez tout. Oui, pour Agnès, oui, oui, vous c'est Santonia Cantabria. Formule 2, c'est excellent pour vous. Par contre, ah oui, ce que j'allais vous dire, si au niveau des formules, mettez déjà, réservez votre place, parce que je sais que pour vous c'est avril.
Avril, il me reste encore quelques places. Mais n'oubliez pas que c'est la semaine sainte aussi. Donc, il faudra faire attention. C'est-à-dire que ça vous permet de bloquer la place et pour vous, il faut tenir compte aussi du bien que vous allez vendre. Donc, je tiendrai compte aussi du bien euh, que vous allez vendre aussi et de vos finances aussi. Donc, pour bloquer, c'est très simple. Il y a simplement la première partie à me régler et ensuite on décalera la deuxième et le troisième paiement. Voilà. Et le dernier paiement, c'est au moment du notaire sur place parce que avec la Formule 2, je vous accompagne à la signature finale avec le notaire. Excusez-moi, j'ai des trucs dans les yeux. Oui, j'arrête quand la Formule 3? Je l'arrête en 2027. Encore 2 ans. Dans quelle région vous voulez acheter, Brigitte? Bon, la Formule 3, c'est la plus chère. Pourquoi? Parce que c'est celle qui demande le plus de temps. Et il y a facilement deux déplacements à prendre en compte aussi. Alors cette semaine, je vais faire également, euh, j'espère que ce sera bon pour moi. Oui. Ben, dites-moi plus ou moins j'hésite encore. Ouais. La différence entre la 2 et la 3, ben c'est simple au niveau du tarif. La 2, on arrive à 2,75 et la 3, on arrive à 3,95. Presque, je dis pas le double, mais 4% à peu près. Plus deux déplacements. Sachant que mes confrères prennent pour la 3, l'équivalent, entre 5 à 6%. J'ai vu des tarifs vraiment élevés. Et la une, ça correspond quand vous faites appel à un avocat sur place. Un avocat sur place, il prend entre 1800, 1600 à 1800 euros. C'est le prix de la Formule 1. Où je fais des vérifications. Je vous donne un checklist pour faire toutes les vérifications techniques, chose que ne fera jamais un avocat. Voilà. Mais par exemple, les deux familles, enfin trois familles, pour le moment j'ai trois familles, euh, une sur la Costa d'Almeria, ils ont pris la Formule 2, ils ont visité des maisons et je suis en train de leur faire j'ai fait des vérifications. Là, on est au stade de contrat de réservation et on va bientôt, en janvier, fin janvier, on va passer au contrat de l'acte final au notaire. Voilà. Et pour celle de la Costa Brava, Formule 2 aussi, on va passer au mois de mars. Au mois de mars, signature notaire. Voilà. C'est une formule qui marche assez bien. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous du poste. Et excusez-moi parce que j'ai pris une poussière dans l'œil. Je suis en train de réfléchir pour un mixte, mais ça va faire, c'est-à-dire, c'est la 2, c'est vous qui faites les visites et c'est moi qui fais les vérifications. Entre la 2, c'est-à-dire que je vous aide à rechercher aussi avec toutes euh, je vous aide
je vous aide à faire les recherches, c'est-à-dire vous êtes dans une région bien précise, je vous donne les adresses des agences avec qui je travaille et un listing de contacts à aller voir sur place. Voilà, je peux faire ça aussi. Pourquoi? Parce que je bénéficie d'un réseau. Bonsoir Francine. Ben justement, regardez, un mix de la 2, ce serait top. Oui, c'est-à-dire que je vous aide à chercher, mais je ne me déplace pas personnellement. Attention. Alors que la 3, j'ai 2 déplacements, c'est-à-dire un déplacement pour la recherche et un déplacement pour la signature finale au notaire. Ou alors, je peux faire 2 déplacements. Pourquoi pas? Ça peut être bien aussi. Ou je vous aide à améliorer votre recherche avec les astuces clés pour écrire aux agences, comment faut-il s'y prendre, ainsi de suite. Et je me mets en contact avec elles. Et vous êtes là-bas tout simplement pour visiter. Vous visitez, ainsi de suite. C'est un travail d'équipe. Vous cherchez de votre côté et moi je travaille de l'autre côté aussi. Ce serait l'équivalent, alors le tarif, ce serait entre un mixte entre la 2 et la 3. Oui, perso, je préfère la 3. La 3, c'est la Rolls Royce. Vous voulez, c'est le, comment vous dire, c'est la formule zen, où je m'occupe tout de A à Z. Mais c'est celle qui prend le plus de temps. Je ne veux pas le nommer, mais il y a une grosse agence qui fait un carton. Bon, au départ, je reprenais beaucoup de leurs dossiers, mais maintenant, ils ont augmenté leur service parce qu'ils font appel à des avocats, ils font appel à des architectes et tout. Ils étaient à 4%, ils sont maintenant à 6%. Alors, c'est du 5% hors TVA, donc on arrive à 6%, avec l'IVA espagnol. Oui, évidemment, ce serait mieux la 3. Ouais. Non, mais bon, la 2, elle marchait très bien aussi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez avoir le coup de cœur. Vous allez visiter. Ça marche. La 2, elle marche bien pour les personnes qui louent sur place ou qui habitent, qui prennent location et qui ont le temps de visiter tranquillement sur place. Voilà. Alors qu'avec la 3, je crois que je vais mettre un déplacement de plus parce que les recherches en ce moment, les biens partent très vite. Quand ils sont au prix, en moins de 2 semaines, ils partent. Voilà, les prix augmentent, j'allais vous en parler, les prix augmentent énormément en ce moment en Espagne. De 8 à 10% par trimestre dans certaines régions. Alors, bien sûr, la Costa Brava, très demandée. Vous avez les grandes villes autour de, par exemple, autour de Girona, autour de Barcelone, autour d'Alicante, autour de Malaga. Là, c'est devenu... les prix flambent et tout se vend. L'Andalousie au sud, du côté de la Costa de la Luz, ça commence à augmenter également aussi. Alors bien sûr, l'endroit le moins cher en Espagne, appartements et maisons, c'est le triangle, la communauté, le sud d'Alicante en allant vers Murcia. Murcia et Almeria, c'est l'endroit où on a le meilleur rapport qualité-prix. Pourquoi? Parce que les tarifs sont quand même raisonnables parce qu'il y a beaucoup de Britanniques qui ont acheté. Faut pas avoir peur de faire des kilomètres. Oui, c'est vrai. Ben c'est le cas ce que vous avez fait.
Francine. Un ordre d'idée, combien de kilomètres avez-vous fait? Voilà, il faudrait que vous me fassiez cette fourchette-là. Combien de régions, enfin, vous avez sillonné quand même la baie de, vous étiez du côté de, pas loin de Grenade, et vous avez été jusqu'à Almeria pour faire vos recherches, justement. Oui, mais zones inondables du coup, non. Attention, dans les recherches, je vous dis exactement là où il faut chercher pour vous éviter les zones à risque, dont notamment les zones inondables. Voilà. Et Brigitte, c'est dans quel secteur vous voulez Costa Blanca, je crois, non? Bon, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous le post et cette vidéo sera intégralement enregistrée pour la chaîne YouTube. Et à partir en décembre, je ferai 2 lives encore. Je suis en train de regarder un peu en fonction du sondage qu'avait fait Anita pour quelles étaient les thématiques, je crois. On va faire un sur la fiscalité et un autre sur il y a une autre thématique qui a été prise, qui a été très demandée aussi. À la base, Costa Brava, mais éventuellement Costa Blanca Sud, oui. Costa Brava, par rapport à la Costa Blanca Sud, mettez 30 à 40% de plus au niveau des tarifs. Costa Blanca Sud, ça reste encore raisonnable. La Costa Brava, ou alors il faut prendre la Costa Dorada. Costa Dorada, on a encore des tarifs qui restent raisonnables. Du côté d'Ampolla, du côté de Pereyo, Delta de l'Ebre, du côté au sud de Miami, Playa, au sud de Cambrils, Almeida de Mar, là ça reste encore raisonnable. Ah, la succession. Oui, alors là, ce point, très demandé, mais très très spécifique et très propre à chaque cas et en fonction de chaque communauté. On pourrait rester 10 heures pour un live sur la succession. Bon, je pourrais en faire un, mais avec les grandes lignes, mais on ne pourra pas rentrer dans les détails. Et les successions dépendent aussi des communautés autonomes, donc avec les frais de succession, très important. Et est-ce que vous êtes citoyen français, citoyen suisse, citoyen belge? Parce qu'il y a des accords différents de fiscalité entre pays, dont il faut en tenir compte. Il y avait un point, il y avait un thème qui avait été demandé aussi dans un sondage, les produits de banque, mais là ça s'adresse plus, enfin pour les saisies bancaires, là c'est plus les investisseurs je crois, et ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes qui regardent. Là il faut avoir du temps, il faut avoir des financements cash et avoir une part de risque également. Mais l'avantage aussi c'est qu'on peut acheter des biens à moins 30 ou moins 40% du prix du marché. Voilà. Ce sont des produits qui ont été saisis par les banques. Les promoteurs, c'est-à-dire ils saisissent vis-à-vis des promoteurs ou des particuliers qui ne peuvent pas payer, quoi. Là, je ferai un live spécifique là-dessus, mais ça s'adressera carrément aux marchands de biens et investisseurs purs. Alors, profitez pour ceux qui désirent. Moi, je crois que de toutes les personnes, celles qui ont suivi le live, la plupart, vous avez déjà pris le coffret Sérénité, il me semble. Donc, le coffret Sérénité sera déductible si vous bifurquez sur un accompagnement en formule 2 et 3.
Voilà. Pour les autres, je vous incite, je vous conseille vivement de le prendre. Il est à 397 et il va passer à 697 au 2 décembre. Donc, vous avez encore 3-4 jours. Bon, je pourrais faire peut-être le cadeau de Noël. Je vais maintenir le prix pour Noël, pour décembre aussi. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une forte mise à jour pendant tout décembre. Donc, il sera disponible pour janvier prochain. Non, pour les fincas, doit obligatoirement avoir une activité agricole. Non. Les fincas, ce sont une maison construite sur un terrain agricole. C'est une casa, c'est une chalette. Voilà. Beaucoup de maisons. Bon, pour vous, là, Norbert, je vous conseille, tout était bien expliqué dans le guide des fincas rurales. Voilà. Voilà, là-haut, il y a Crevillente, Albatera. Regardez une finca. Pour l'instant, nous sommes locataires à Almoradí. L'offre 2 serait pas mal. Oui, très bien. Ben, Sabrina, vous parlez avec Madame Rabelot qui a acheté, elle, du côté d'Almeria. Attention, Crevillente, Albatera, tout ça, c'est les zones à risque. Beaucoup de maisons illégales dans ce secteur-là. Voilà. Mais là, je vous conseille justement de prendre le coffret sérénité où vous aurez le chapitre qui concerne toutes les maisons illégales. Tout sera bien détaillé. Et avec les secteurs où faire attention dans les quartiers et où je prends en détail toutes ces villes-là. Parce que là, vous parlez de c'est la Costa Blanca Sud du côté de Catral, du côté de Orihuela. Et l'offre 2, c'est excellent parce que là, vous visitez et moi, je m'occupe de toutes les vérifications derrière. Voilà. Et je me mets en contact avec l'urbanisme de chaque ville. Chaque ville a son architecte et je rentre en contact avec eux. Et ensuite, c'est pour ça il y a une stratégie de négociation. Si on arrive à trouver une belle finca avec des problèmes qui peuvent se résoudre, c'est un bon moyen pour faire une négociation à la baisse. Voilà. Pour les fincas, doit obligatoirement avoir une activité agricole. Non, c'est pas suffisant. Vous avez des activités agraires touristiques aussi. Voilà. Le coffret sérénité, il est guide d'une Bible pour acheter en toute tranquillité à méditer. Oui, c'est vrai. C'est une Bible où j'essaye de tout détailler et vous irez point par point. Tout est vraiment détaillé, c'est excellent. Et là, je vais ajouter les maisons illégales, les modèles de contrat de réservation, les modèles de contrat de Arras. C'est pour ça que en janvier 2026, le prix final, moi je l'avais évalué à la moitié du prix d'une consultation prestation d'un avocat. Donc un avocat c'est 1600 €, à peu près entre 1600 à 1800 €. Là, avec toutes les informations que je vous donne, j'avais pensé ça, on m'avait dit entre 700 à 800 €. Et ça les vaut largement. Il y a énormément d'informations utiles à prendre la lettre. Voilà, coffret sérénité, super intéressant. Ben voilà, toutes les personnes qui ont déjà pris le coffret sérénité, ben vous allez recevoir gratuitement la mise à jour que je vais faire, la grande mise à jour, au mois de janvier. Voilà, avec la jonction justement un condensé de toute la formation que j'ai moi-même acquise dernièrement, là, qui a duré 2 semaines, avec les spécialistes de chaque région. Alors là, j'ai eu les experts de la Costa Brava, les experts de la Costa Dorada, les experts de la Costa de la Sal, les experts de la Costa Blanca. Bon,
J'ai même eu un expert du nord, du côté de la Cantabria et Galicia. Sinon, 3 experts de l'Andalousie. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de maisons illégales, ainsi que 2 experts du côté de Murcia. Voilà. Sur Murcia, à peu près 15 000 maisons illégales. Il faut le savoir, ça. Voilà, Francine Ravelot, coffret de sérénité contient énormément d'informations. Oui, c'est vrai. Ouais, mais vous êtes passé en Formule 2. Voilà. Dans la Formule 2, c'est vrai que c'est une formule intéressante. Mais il faut être sur place. Louer, sillonner un petit peu. Et attention, dans toutes ces zones-là, comme tout à l'heure, j'ai eu une personne qui était du côté de Almoradi, du côté dans le sud de Crevillente, dans le sud d'Alicante, Costa Blanca Sud. Beaucoup d'agences que vous allez visiter sont d'origine anglaise. Voilà. Pourquoi? Parce que les 3/4 des propriétaires sont anglais. Beaucoup de propriétaires anglais. Donc, ce qui fait que il faut négocier avec eux en anglais. Bon, certains parlent espagnol aussi. Et ils travaillent toujours, écoutez-moi bien, pour le vendeur. Jamais pour l'acheteur. Ils vont être sympathiques avec vous, mais ils oublieront, ils feront des omissions. Attention. J'ai eu le cas avec une cliente justement pour Almeria. L'agence est au demeurant très sympathique. Et elle m'a dit que vraiment que je tatillonnais, que je demandais énormément d'informations. Et pourtant, ils travaillent avec d'autres acheteurs et d'autres avocats. Ben oui, mais moi j'ai la double fonction. J'ai ce que demandent les avocats, je le maîtrise parfaitement, plus ma partie technique et urbanistique, qui est primordiale pour les maisons illégales. Voilà. Chose que ne font pas les autres agences. Parce qu'ils sous-traitent tout ceci à un avocat. Mais pour les maisons illégales, il y a des notions urbanistiques très importantes à connaître. C'est beaucoup l'urbanisme là-dedans. Donc il faut faire attention. Voilà. Nous étions un petit groupe, petit comité, c'est bien. Vous aurez l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Et déjà, vous mettez votre nom, prénom, adresse email, et je vous enverrai la copie de ce live. Voilà. Et nous restons en contact. Et le prochain live, je regarderai avec Anita, on le fera vers justement un live juste avant, vers le 15 décembre à peu près, et l'autre il se fera entre Noël et le jour de l'an. Voilà, si ça... Ou alors j'en ferai 2 juste avant les vacances de Noël. Donc vers la première semaine et la deuxième semaine. On verra. C'est bon pour vous? Bon, je vous remercie. Bon, je vous remercie pour votre présence à ce live. Et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez passer entre soi, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà. Bon, je répondrai à toutes vos remarques et à toutes vos questions sous le post. À bientôt.